Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce vendredi en fin d'après-midi en N'Djamena, capitale tchadienne. Il représentera demain samedi le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une rencontre de haut niveau qui vise à redynamiser cette organisation sous-régionale. Le programme compact du Millennium Challenge Corporation auquel la Côte d'Ivoire est admise sera renforcé. Le but, donner un coup de pouce au projet intégrateur de la sous-région. C'est le résumé des échanges entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le sous-secrétaire américain en marge des réunions de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Le dossier vide ici de ce 20h nous mènera à Soubré dans la région de la Nawa. Nous ferons une incursion au centre d'accueil pour enfants en détresse créé par la fondation Children of Africa. La première dame Dominique Ouattara, initiatrice du projet, matérialise ainsi son engagement contre la traite et l'exploitation des enfants. Nous verrons comment fonctionne ce centre. L'icône de la littérature africaine, Bernard Dadier, s'est couché pour toujours. Il a été porté à sa dernière demeure aujourd'hui au cimetière de Williamsville en présence d'une foule importante et après les hommages militaires. Cette ultime étape a été précédée de la levée du corps à la cathédrale Saint-Paul ce vendredi et l'hommage de la nation le 9 avril dernier. Soyez les bienvenus sur RTI1. Je le disais dans les titres, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne. Il représentera demain samedi le président de la République, Alassane Ouattara, au sommet extraordinaire de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Cette rencontre de haut niveau vise à redynamiser cette organisation sous-régionale. On en sait plus sur les enjeux de ce sommet avec notre envoyé spécial au Tchad, Mahama Traoré. N'Djamena, la capitale du Tchad, accueille ce samedi 13 avril le sommet extraordinaire de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une communauté forte de 24 pays membres dont la Côte d'Ivoire. Créée le 4 avril 1998 à Tripoli en Libye, la CENSAD s'est donnée pour mission de faciliter l'intégration économique des États de la zone sahélienne. Face aux nouveaux défis de développement, les chefs d'État avaient pris la décision de restructurer l'organisation lors d'un précédent sommet extraordinaire tenu en 2013 dans la capitale tchadienne. Cette volonté de restructuration vise à rendre la CENSAD plus efficace et à même de répondre aux attentes des populations des États membres. La CENSAD pourrait donc se doter d'un nouveau traité lors de ce sommet extraordinaire. Ce nouveau traité aura pour priorité la sécurité régionale et le développement durable. La Côte d'Ivoire sera présente à ce sommet de N'Djamena. Le président Alassane Ouattara y sera représenté par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aussi en déplacement à l'étranger. Il est à Washington où se tiennent les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le Premier ministre ivoirien a échangé en marge de cette rencontre avec le sous-secrétaire américain au commerce. Il en ressort que le programme compact du Millennium Challenge Corporation auquel la Côte d'Ivoire est admise sera renforcé en vue de donner un coup de pouce au projet intégrateur de la sous-région ouest-africaine. Adama Koné depuis les États-Unis. Ils se sont déjà rencontrés à Abidjan. Ils se retrouvent à Washington aux États-Unis. Le premier rendez-vous du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des présentes réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été consacré au sous-secrétaire américain au commerce. C'était une opportunité de rencontrer le Premier ministre. Nous nous sommes déjà rencontrés en juin 2018 en Côte d'Ivoire et avec des échanges portant sur l'immense potentialité qu'on a ensemble dans notre coopération. Nous avons signé un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier et c'est de faire le point de l'applicabilité de cet accord de coopération qui concerne le transport, la transformation des matières premières notamment. Et nous pensons que nous avançons très bien. Le Premier ministre apprécie pour sa part l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Si la liste des satisfactions est longue, Amadou Gon Coulibaly cite entre autres l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme compact du Millennium Challenge Corporation qui a permis au pays d'obtenir un financement de 315 milliards de francs CFA. Et nous avons donc eu l'occasion de noter ensemble que la relation entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se porte bien.
Vous le savez, nous sommes éligibles au compact du MCC. C'est un projet extrêmement important, un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire de 525 millions de dollars. Nous sommes également éligibles pour le compact régional pour lequel nous sommes en train de travailler sur des projets au niveau régional. Nous avons parlé du MOU que nous avons signé concernant un certain nombre de secteurs importants pour le secteur privé américain pour la Côte d'Ivoire. Il concerne essentiellement l'agro-industrie avec la transformation de nos matières premières, que ce soit la noix de cajou ou le cacao, mais également le secteur des transports. Nous avons fait le point de l'exécution de ce MOU pour nous rendre compte que les choses avancent bien. Donc nous sommes très satisfaits de cette coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et j'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président Donald Trump. En 2018, les États-Unis ont été le 2e client de la Côte d'Ivoire et le 6e fournisseur. Les échanges commerciaux se sont établis à plus de 599 milliards de francs CFA pour les exportations contre plus de 206 milliards d'importations, dégageant une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire de plus de 392 milliards de francs CFA. On reste aux États-Unis où le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont passé en revue les performances réalisées par le gouvernement ivoirien lors d'une séance de travail en marge des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. Le nouveau vice-président région Afrique de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner notre pays dans sa marche vers le développement. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a soutenu, entre autres, mettre les bouchées doubles pour améliorer les taux de décaissement des fonds alloués à la Côte d'Ivoire. Le reportage complet de notre envoyé spécial à Washington dans nos prochaines éditions. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la traite et le travail des enfants s'intensifie. Le Comité national de surveillance des actions de lutte présidé par la première dame ivoirienne est actif sur le terrain. Vous allez le voir, la traque est effective, mais le défi reste la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Je vous propose donc un tour au centre d'accueil pour enfants en détresse à Soubré, c'est dans la région de la Nawa. Ce centre créé par la fondation Kidney of Africa a ouvert ses portes en juin 2018. Mais comment fonctionne-t-il? Quelles sont les conditions d'admission? Qu'en est-il de la prise en charge de ces enfants? Élément de réponse dans le dossier vide ici, signé Mama Traoré. Dans la région de la Nawa, Marie-Josée Koué fait de l'autonomisation de la femme son combat. Avec son ONG EFRAD, Essor des femmes rurales actives pour le développement, elle sensibilise aussi les communautés rurales sur les dangers liés au travail des enfants. Ce matin, elle est à Babouagui, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Soubré. Je vous demande pardon de vraiment bien entretenir vos enfants. Ne les maltraitez pas. Envoyez-les à l'école. Ne prenez pas les enfants pour travailler dans les champs. Ce n'est pas normal. Les enfants ont droit d'aller à l'école pour leur avenir de demain. Dans ce village, Marie-Josée ne fait pas que sensibiliser. Elle va aussi visiter et rassurer la famille Babonipa sur les conditions de prise en charge dont bénéficie désormais Stéphanie, leur enfant de 8 ans. Depuis quelques semaines, la fillette vit dans ce centre d'accueil pour enfants à Soubré grâce aux bons offices de l'ONG EFRAD. Stéphanie a désormais la chance d'apprendre à lire et à écrire, comme les autres pensionnaires de ce centre. Les premiers moments pour un enfant, c'est toujours difficile pour s'adapter. Voilà, mais on les motive, on échange avec eux, on les met en confiance. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école, ça c'est le niveau 0, ça c'est l'alpha pur. Pour ceux qui ont déjà acquis quelque chose dans le système classique, quand ils arrivent ici, on essaie de faire ce qu'on appelle un renforcement afin de garder son niveau, pourquoi pas améliorer pour qu'au sortir d'ici, ils puissent intégrer le système normal et continuer. En plus de l'alphabétisation, les pensionnaires ont aussi l'opportunité d'apprendre des métiers comme la couture et la coiffure. Non, tu coupes dessus, ça va diminuer les mesures. Donc, tu dois couper juste. Ce centre est une réalisation de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Sa vocation est d'accueillir des enfants en situation de détresse dont l'âge varie entre 5 et 18 ans.
des victimes de maltraitance, de négligence, de traite, d'exploitation ou même de pires formes de travail. Pascal était exploité à des fins d'orpaillage. Son calvaire a pris fin lors d'une opération de démantèlement menée par les agents des eaux et forêts. Un monsieur qui m'a vu m'a dit de venir, on va travailler. Je ne savais pas c'est quel travail, on va venir travailler en Côte d'Ivoire ici. Je suis arrivé, je suis trouvé que c'est pour creuser l'or. On se lève 5 h du matin jusqu'à 18 h. Je ne sais pas, pour se reposer un peu 5 minutes, pour manger, et puis pour boire, et puis vous allez se lever encore commencer. Dans ce centre, nous avons aussi rencontré ces jeunes filles. Originaires du Nigeria, elles se sont retrouvées prises au piège d'un réseau de traite à des fins d'exploitation sexuelle à la frontière ivoiro-ghanéenne. Quand mon camarade qui était venu là-bas, il me dit il va m'aider à venir ici. Il a cherché l'argent. Il est parti faire quelque chose. Chercher l'argent comment? Pas plus sur ce qu'elle exerçait comme activité. Tout ce qu'elle souhaite avec ses consoeurs, c'est de retourner au pays afin de reprendre une vie normale. Le centre, lui, de par ses commodités, permet à ses pensionnaires de reprendre goût à la vie. Dortoir salubre, salle de jeu, bibliothèque, activités sportives, en plus de 4 repas par jour. Depuis son ouverture en juin 2018, le centre a reçu une 50aine d'enfants. Le séjour aussi dure 6 mois au maximum, conformément à la loi. Le temps pour les responsables du centre d'accueil d'organiser la réinsertion sociale de l'enfant. L'enfant qui bénéficie d'une réinsertion scolaire, nous proposons de le suivre sur 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins 3 années scolaires. L'enfant qui commence un apprentissage ici au centre, quand nous le réinsérons avec les partenaires potentiels, nous faisons en sorte qu'il bénéficie de la poursuite de sa réinsertion avec, à l'appui, au terme de sa formation, une alternative d'installation. Si dans une zone donnée ou dans un village donné, nous avons plusieurs enfants, on peut les regrouper et puis leur monter des projets que nous pouvons proposer pour financement à des partenaires afin que la réinsertion soit réussie. Nous avons retrouvé le premier pensionnaire du centre d'accueil. Après 72 heures passées au centre, le petit Félix a été remis à sa mère, enseignante à Touadji 2, village du département de Méagui. Victime de négligence, Félix a été recueilli par les services sociaux lors d'une fugue. Aujourd'hui, avec l'appui du centre d'accueil, le gamin a repris le chemin de l'école et semble avoir oublié les mauvais souvenirs. Étant là-bas, j'ai vu que l'enfant s'épanouit. Lui-même, il a dit, même comme ça, à sa grand-mère, quand je vais grandir, je vais bâtir une maison comme ça aussi. En tout cas, il a aimé le coin. Retour à Soubré, capitale de la Nawa. Les terres de cette région produisent à elles seules 40% du cacao ivoirien, un potentiel agricole qui attire les réseaux de passeurs d'enfants. Par le passé, la prise en charge des enfants était le véritable point faible des actions de lutte menées par les travailleurs sociaux. Avant l'avènement de ce centre-là, il était très difficile pour nous lorsque nous avons un enfant dans une situation de vulnérabilité quelconque, que ce soit viol, victime de maltraitance ou de traite. Nous n'arrivions pas à avoir des familles pour les accueillir. Donc c'était vraiment difficile pour nous de pouvoir faire la prise en charge holistique de ces enfants-là. Parce qu'un enfant victime, il faut pouvoir le retirer de sa situation de vulnérabilité afin de pouvoir lui apporter ce qu'il faut pour pouvoir mieux le prendre en charge. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a déjà lancé la construction de 2 autres centres d'accueil à Boaké et à Ferkessédougou. Pour l'heure, celui de Soubré tente d'offrir à chacun de ses pensionnaires une vie meilleure, celle que devrait connaître chaque enfant. Et le centre d'accueil pour enfants de détresse à Soubré dans la région de la Nawa, le centre de l'espoir pour les enfants, un sujet réalisé par Mahama Traoré. 2 plateformes numériques existent désormais. Elles visent entre autres la promotion des actions du ministère de la Communication et des Médias. Ces 2 sites ont été présentés au public dernièrement. Selon le ministre Sidi Touré, le public pourra y trouver des communiqués des ministres et des déclarations du gouvernement. Issa Tchonayeo. Le numérique au cœur des actions du ministère de la Communication et des Médias. 2 plateformes numériques sont mises en place pour promouvoir les actions du ministère et celles du porte-parole.
Ces 2 sites présentés au ministre Sidi Tchimoko Touré sont une opportunité pour la population d'être au parfum des informations de ce département en temps réel. Il faut communiquer avec les moyens du moment. On pourra suivre, disons, à travers le monde ce que le ministère de la Communication fait. Il suffira d'aller sur notre site pour nous connaître d'abord, pour connaître nos domaines de compétences et suivre notre actualité. Le site du ministère www.communication.gouv.ci et celui du porte-parole www.porteparole.gouv.ci vont contenir le communiqué des conseils des ministres et toutes les déclarations du gouvernement. Et nous poursuivons notre voyage dans ce 20 heures avec cette question. Qu'en est-il des travaux de réhabilitation de la nationale A3? Le ministre Amédée Kouakou Kofi et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire étaient justement sur le tronçon Boaké-Kanaolo aujourd'hui. Les travaux entamés depuis 2 mois avancent bien. Ils ont pu s'assurer des dispositions techniques en vue de garantir la qualité de l'infrastructure financée par la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement à hauteur de plus de 110 milliards de francs CFA. Léon Bro. Ouvriers, techniciens et ingénieurs à la tâche sur le tronçon Boaké-Kanaolo. Un seul objectif, réhabiliter entièrement cette portion de la nationale A3, longue de 125 km d'ici la mi-année 2020. Possible, rassurent les entreprises en charge de ces travaux, évalués à 87 milliards de francs CFA, financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Aussi expliqué aux membres du gouvernement et à l'ambassadeur de France la qualité de l'ouvrage. On recycle les matériaux existants sur la chaussée. On leur apporte un petit peu de matériaux neufs, 5 cm de cailloux concassés par le groupement neuf, et ensuite on leur fait un apport de ciment et ensuite on charge le reste avec 2 couches de revêtement d'une épaisseur de 20 cm. Ma responsabilité en tant qu'ambassadeur, c'est de venir sur le terrain pour voir ce qu'on fait, pour voir le respect des délais, parce que c'est une route qui a été déterminée comme stratégique par son Excellence le Président de la République. 2 mois que ces travaux ont effectivement démarré, les 6 premiers mois depuis leur lancement en août dernier, ayant servi à la préparation du chantier. Pour le ministre de l'Équipement routier, c'est une satisfaction. Les populations de cette zone, pendant longtemps, se sont plaints de l'état de la route. Le président de la République a été à leur écoute avec l'appui de la France. La route est en train d'être réhabilitée. Le calendrier va être tenu. Donc avant fin 2020, ils vont avoir une route en très bon état. C'est un impact très important parce que vous savez que Boaké est une ville carrefour où commerce et transport, pour l'essentiel actuellement, tirent toute l'économie. Cap sur Ndenou, département de Boaké, le ministre de l'Équipement routier et l'ambassadeur de France ouvrent à la circulation le 8e pont réalisé sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. L'ouvrage de Ndenou a une longueur d'environ 34 mètres et contribuera de manière certaine à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la politique générale d'entretien des routes, à savoir le désenclavement des zones à forte potentialité économique pour y induire le développement des activités économiques. 770 millions, coût de ce pont métallique, le premier d'un lot de 11 pour 14 milliards de francs CFA, également octroyé par la France à travers le contrat de désendettement et de développement. Et la région de Boaké peut se vanter d'avoir dans un futur proche le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. C'est 8 hectares, 8000 points de vente pour la ville de Boaké. Donc c'est un projet stratégique pour l'emploi. Ces propos sont de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Hilberson, à l'issue de sa visite effectuée aujourd'hui sur le site devant abriter le futur marché central de la ville de Boaké. Il assure que la France respectera ses engagements. Les travaux débuteront avant la fin de l'année. Charles Tatou. Futur marché central de la commune de Boaké. Les choses se précisent. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, il sera construit sur une superficie de 8 hectares et disposera de près de 8000 places avec un coût global de réalisation de près de 39 milliards de francs CFA. Après les études techniques, place maintenant aux préparatifs des travaux de démarrage de ce projet prévu pour avant
la fin de l'année en cours. C'est pour donc s'enquérir des réalités du terrain que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est rendu à Bouaké. Il a visité ensemble avec les autorités locales de Bouaké le site du futur marché central et les différents espaces occupés qui font partie de ce site. Notre engagement, c'est commencer avant la fin de l'année. Vous savez, c'est dans la vision stratégique aussi du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a en plus demandé à ce que l'agenda soit orienté vers le social. Donc il faut que ce qu'on appelle les bailleurs, au premier rang desquels la France, qui est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans cette approche programmatique. Et donc c'est ce que je suis venu faire ici, et veiller à ce que les engagements pris soient tenus. Ça sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. C'est la France qui m'a donné l'idée de recourir à l'AFD. Donc grâce à la France, nous avons pu démarrer les négociations pour trouver un financement. Si nous avons abouti, la part qui a été prise par son Excellence le président Alassane Ouattara est grande. Cette visite du site du futur marché central par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire redonne espoir aux commerçants de Bouaké qui attendent impatiemment la réalisation de cet édifice commercial. Dans le domaine de la santé, les engagements sont aussi tenus. Les procédures d'accréditation des établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire ivoirien sont lancées. L'objectif est de garantir à tous des prestations de qualité dans les établissements publics et privés. Mais qu'est-ce qui va changer dans ces établissements? Quelle est l'innovation majeure? Élément de réponse avec Salima Toutia. La Côte d'Ivoire enregistre 4260 structures sanitaires, dont 2091 publiques et 2169 privées. En dépit du nombre suffisant de la couverture sanitaire, force est de constater l'insatisfaisante offre de soins dispensés aux patients, selon le ministère de la Santé. Afin de garantir la sécurité et la qualité des prestations, les établissements sanitaires seront soumis à une évaluation pour l'obtention d'une accréditation. Ce sont au total 725 centres de santé que nous aurons à évaluer sur une période à définir d'un commun accord. Toute chose qui est de nature à accompagner le processus de généralisation de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre du programme social tel que voulu par le président de la République. Aussi, les activités d'accréditation commencent dès aujourd'hui avec cet événement officiel de lancement. La sécurité des soins, la compétence de l'établissement ou encore la place centrale du patient sont entre autres les fondements et les principes de la qualité. Il s'avère dès lors indispensable de réformer en profondeur notre système de santé en vue d'une valorisation qualitative des ressources humaines doublée, d'un accroissement de la responsabilisation et du changement de mentalité. L'heure a sonné pour chacun de nos agents de santé publique de notre pays de se conformer aux normes en vigueur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'accréditation est valable pour une durée de 4 ans et le CRESAC prévoit également une évaluation chaque année des établissements accrédités en vue de surveiller le niveau de la qualité. Sur le terrain politique, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement a initié une série de tournées dans les régions du pays. Concorde était à Sésékro, dans la commune de Djebonois. Le président de ce parti appelle au rassemblement prôné par le RHDP. Charles Tatou. Le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix tisse sa toile à travers le pays avec l'appui de ses formations politiques qui le composent. En témoigne la rencontre initiée par le Concorde, Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Meeting animé à Sésékro, localité de la commune de Djebonois, dans la région de Bouaké. Le thème de la rencontre, présidé par le ministre Alcide Diédié, président de ce parti. Le RHDP, seule alternative crédible pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Au cours de cette rencontre, le président de Concorde a prôné la réconciliation et la paix, gage de l'unité de tous les Ivoiriens et de tout développement. En soi de la guerre, il n'y a pas longtemps,
Et vous, votre village, le nom c'est CC-Pro, c'est-à-dire c'est Concorde. Vous devez être fiers. Et à partir de là, ne pas écouter ceux qui viennent vous raconter autre chose. Parce que des programmes qui ont été conçus ensemble, par tout le monde, au RHDP, on est en train de les réaliser. Vous voyez l'autoroute qui est en train de venir vers ici. Nous sommes venus saluer nos militants et nous sommes satisfaits. Nous partons heureux en tant qu'animateurs du parti et le RHDP est bel et bien présent. Le RHDP est ancré dans l'esprit de nos parents. Après la région de Bouaké, le Concorde pour la consolidation de la République et le développement poursuit sa tournée de réconciliation et de paix. Lui ne parlera plus. Il a déposé la plume depuis le 9 mars dernier. L'icône de la littérature africaine, Bernard Dadier, s'est couché pour toujours. Il a été porté à sa dernière demeure aujourd'hui, vendredi, au cimetière municipal de Williamsville. Notez que cette ultime étape a été précédée de la levée du corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau ce vendredi et l'hommage de la nation le 9 avril dernier. Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Unité de cœur autour d'une même cause, la dernière étape avant l'ultime départ du père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier, décédé le 9 mars dernier. Des personnalités politiques, l'ex-première dame Simone Gbagbo, les anciens collaborateurs du père de la nation Félix Houphouët-Boigny, la famille biologique et scientifique, tous étaient là. Pour l'ultime séparation. Tous venus écouter ce thème cher aux disparus, un message de paix. Nous demandons l'amour. Nous demandons toujours l'amour. Et cet amour qui nous conduise à dire toujours et partout, quel que soit cela, ce que peut nous coûter, la vérité. Moment fort. Le double hommage rendu par la fondation qui porte son nom, mais aussi par l'État de Côte d'Ivoire. Bernard Dadier est mort, mais il n'est pas mort parce que c'est un artiste, c'est un écrivain et il a eu le temps de créer, d'enfanter d'autres écrivains et le combat pour le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire continuera avec l'onction de Bernard Dadier. Direction le cimetière de Williamsville où il a été inhumé. Bernard Dadier part du monde des vivants, laissant derrière lui plus d'une centaine d'œuvres littéraires. Adieu le père de la littérature ivoirienne. Reportage réalisé pour vous par Théodore Zouzou et Franck Kouadio. Le centenaire Bernard Dadier est l'auteur, vous l'avez entendu, de plusieurs œuvres. Il a abordé presque tous les genres littéraires, du roman à la poésie en passant par le théâtre. La Côte d'Ivoire le pleure. Notre reporter Issa Tchounayo s'est rendu à Assini, son village natal, pour recueillir les témoignages de ses proches. Le baobab est tombé, mais le baobab a laissé certaines racines. L'écrivain Bernard Dadier est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. À Assini Mafia, localité située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, son village natal, la nouvelle n'est pas passée inaperçue au sein de la population et des autorités administratives. Un grand écrivain qui a bercé notre jeunesse. Avec ses écrits, nous emmener à aimer les livres, à aimer l'écriture. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et Assini pleure, son père, son grand-père. Il constituait l'une des icônes de la sous-préfecture d'Assini Mafia. Il faisait la fierté de la population. La famille biologique pleure son fils et toute la population pleure le grand écrivain Bernard Dadier. Dans la cour familiale, Kodjo Dablé Benjamin, octogénaire et frère de l'illustre disparu, est encore sous le choc après l'annonce du décès de son aîné. Bernard est mon frère. Quand on a appris cette triste nouvelle, c'est très écœurant. Mais personne ne peut contre la volonté de Dieu. Une émotion qui ne fait pas oublier les qualités intrinsèques du défunt. Poète, dramaturge, nouvelliste et homme politique, Bernard Dadier marque le monde littéraire par ses nombreux écrits. Bernard Dadier, en tant qu'écrivain, ne manquait pas de revenir à la source, de rencontrer les parents, les villageois, pour leur faire part de ses intérêts.
Il échangeait beaucoup. Les vieux lui disaient ce qu'il savait de son centre d'intérêt. Et il prenait beaucoup de notes. Kablechi Nyamke, musicien, est un féru de la lecture. Pour cet ancien footballeur, Bernard Bédadier a aidé à la compréhension de l'histoire d'Assini par la qualité de ses productions. Bernard Bédadier n'était pas certes régulier à Assini, mais il reste une référence pour les populations pour avoir été le père de la littérature ivoirienne. Et l'homme prolifique Bernard Dadier vivra donc toujours dans le cœur des hommes de lettres, dans le cœur de toute l'Afrique. On va parler d'une nouvelle plus gaie. Le tirage au sort de la CAN 2019 vient d'avoir lieu au Caire, en Égypte. Les éléphants connaissent leurs adversaires. La Côte d'Ivoire est dans le groupe D avec le Maroc, la Namibie et l'Afrique du Sud. Notez que la CAN 2019 aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Et on va croiser les doigts pour la victoire des éléphants, pourquoi pas, pour remporter cette CAN 2019. On se retrouve demain à 20h.